Je m'appelle Heidi, et à 32 ans, je ne m'attendais pas à me retrouver sans abri après un dîner de famille du dimanche. Quand ma mère m'a hurlé de sortir et de ne jamais revenir, cette fois, je l'ai vraiment écoutée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je payais silencieusement leur prêt immobilier de 2200 $ depuis 3 ans. Le choc sur le visage de mon père Richard quand il a appelé des semaines plus tard pour s'informer de l'avis de la banque est quelque chose que je n'oublierai jamais. Si vous avez déjà vécu des dynamiques familiales toxiques, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et restez pour voir comment le fait de fixer des limites a tout changé. Grandir dans la maison des Hamilton, c'était comme marcher sur des œufs, surtout avec ma mère, Gloria. Depuis mes plus lointains souvenirs, elle avait des attentes incroyablement élevées qui semblaient spécifiquement conçues pour me faire échouer. Mon père, Richard, était le pacificateur, celui qui se glissait dans ma chambre après l'une des tempêtes de maman pour m'assurer que tout irait bien. Mais il ne lui a jamais vraiment tenu tête. Il se contentait d'arranger les choses temporairement jusqu'à la prochaine explosion. Ma famille était composée de 5 personnes, mes parents, mon frère aîné Justine qui a 36 ans, ma sœur Elisabeth qui a 34 ans, et moi à 32 ans. En tant que cadette, j'ai porté le poids des déceptions grandissantes de ma mère. Justine s'est échappée à l'université à 18 ans et ne rentrait que rarement à la maison par la suite. Elisabeth a suivi son exemple 2 ans plus tard. Cela m'a laissé seul avec mes parents pendant ma dernière année de lycée, absorbant toute la force de la nature critique de ma mère. Chaque réussite était mesurée à l'aune d'une norme invisible et en constante évolution. Quand je ramenais un bulletin avec 5 A et un B, ma mère se concentrait exclusivement sur le B. Que s'est-il passé ici? N'as-tu pas assez étudié? Elisabeth n'a jamais eu moins qu'un A-. Ces comparaisons étaient constantes et écrasantes. Mon choix d'amis était un autre champ de bataille. Cette fille, Olivia, a l'air superficielle. Je n'aime pas comment elle s'habille, disait ma mère après avoir rencontré une nouvelle amie. Et pourquoi portes-tu ce jean? Il te fait paraître plus grosse que tu ne le es. Les commentaires sur mon apparence ont commencé vers l'âge de 12 ans et n'ont jamais cessé. Les pires disputes concernaient mon avenir. Quand j'ai exprimé mon intérêt pour la finance au lycée, ma mère s'est moquée. Les femmes ne sont pas prises au sérieux dans ce domaine. Tu devrais choisir quelque chose de pratique, comme infirmière. Mais la finance me fascinait, la façon dont les chiffres pouvaient raconter des histoires et prédire des résultats. J'ai postulé en secret à des programmes de commerce contre son gré. Mon père a travaillé comme directeur régional des ventes pour une société pharmaceutique pendant 28 ans. Il gagnait bien sa vie, assez pour que ma mère soit mère au foyer, même après que nous soyons devenus adultes. Elle était fière de leur maison coloniale de 5 chambres avec sa pelouse entretenue et ses meubles de créateur. La maison était son domaine, sa réussite, bien qu'elle n'y ait jamais contribué financièrement. J'ai fini par obtenir mon diplôme avec mention en finance de l'université Cornell. Encore une fois, sans tout à fait répondre aux attentes de ma mère car je n'étais pas entré à Harvard comme elle l'aurait voulu. Néanmoins, j'ai décroché un poste dans une prestigieuse société de gestion financière dès la sortie de l'université et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir conseillère financière principale à l'âge de 28 ans. Mes clients me faisaient confiance. Mes patrons m'estimaient. Mais lors des réunions de famille, ma mère me présentait en disant « Voici Heidi ». Elle travaille avec l'argent, comme si ma carrière était un passe-temps qui ne valait pas la peine d'être expliqué. Il y a 3 ans, tout a changé lorsque mon père a été licencié lors d'une restructuration d'entreprise. À 59 ans, il a eu du mal à trouver un emploi comparable. L'indemnité de licenciement était généreuse mais pas infinie. Ma mère a refusé de réduire leur train de vie ou d'envisager de trouver un emploi elle-même. À mon âge, qui m'embaucherait? Et nous ne pouvons pas quitter cette maison. Que penseraient les gens? J'ai découvert leurs problèmes financiers par hasard lors d'une visite à la maison. J'ai trouvé mon père à la table de la cuisine tard dans la nuit, entouré de factures, la tête entre les mains. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il s'est effondré et a admis qu'ils avaient 3 mois de retard sur le prêt immobilier et qu'ils risquaient la saisie. Sans le leur dire, j'ai contacté leur société de prêt immobilier le lendemain. J'ai mis en place des paiements automatiques depuis mon compte personnel pour leur prêt de 2200 $ par mois. C'était une part importante de mes revenus, mais j'avais des économies et je vivais modestement malgré ma réussite. Je pouvais me le permettre, et l'idée que mes parents perdent leur maison était insupportable. Je ne leur ai jamais dit ce que j'avais fait. Mon père a fini par trouver un travail à temps partiel qui, selon lui, couvrait leurs dépenses, et j'ai fait semblant de le croire.
Avec le recul, j'aurais dû reconnaître les signes que quelque chose n'allait toujours pas. Les nouvelles cartes de crédit que ma mère a ouvertes, la manière évasive dont mon père répondait aux questions sur leurs finances, la tension croissante entre eux. Leur maison était une maison de style colonial de 5 chambres et 4 salles de bain dans une banlieue chic de Boston. La cuisine avait été rénovée quand j'étais au lycée avec des comptoirs en granit et des appareils en acier inoxydable sur lesquels ma mère avait insisté. La salle à manger formelle abritait la table en acajou où nous nous étions réunis pour des repas de fête tendus depuis mon enfance. Mon ancienne chambre était restée en grande partie intacte depuis mon départ, une capsule temporelle aux murs lavande et aux trophées académiques. Malgré le malaise que j'y ressentais, la maison contenait des souvenirs. Les marques de taille crayonnées sur le cadre de la porte de la cuisine. La bosse dans le mur du salon depuis que Justine y avait lancé une balle de baseball à l'intérieur. Le siège de fenêtre dans le salon de devant où je lisais pendant des heures, m'évadant dans des histoires où les familles s'appréciaient vraiment. Il a été plus difficile de partir que je ne le pensais le moment venu. Je rendais visite à mes parents au moins 2 fois par mois, malgré le nœud qui se formait dans mon estomac chaque fois que je tournais dans leur rue. Ces visites étaient principalement pour mon père. Après avoir perdu son emploi, sa confiance en lui s'était effondrée. Je m'inquiétais pour sa santé mentale, surtout quand je remarquais à quel point les bouteilles d'alcool dans leur placard semblaient se vider entre mes visites. Les signes avant-coureurs étaient partout, s'intensifiant au cours de la dernière année. Les critiques de ma mère devinrent plus acerbes, moins déguisées en inquiétude. Quand j'ai apporté des lasagnes maison pour le dîner, son plat préféré, elle a pris une bouchée et a demandé si j'avais utilisé du fromage allégé, car elle pouvait sentir la différence, et pas dans le bon sens. Quand je proposais d'aider à nettoyer, elle me suivait, relavant la vaisselle que j'avais déjà faite, en soupirant bruyamment pour s'assurer que je le remarque. Mon père se repliait encore plus sur lui-même lors de ces interactions. Il fixait son assiette ou se souvenait soudainement de quelque chose qu'il devait vérifier dans le garage. L'homme autrefois confiant qui avait entraîné mon équipe de football et dominé les réunions de vente sursautait maintenant lorsque la voix de ma mère s'élevait au-dessus d'un volume normal. Il a commencé à garder une flasque dans la poche de sa veste. J'ai tout essayé pour reconstruire un lien avec ma mère. J'ai apporté des cadeaux attentionnés, une écharpe en cachemire de son bleu préféré, une première édition du roman policier qu'elle avait mentionné vouloir lire. Je l'ai emmenée déjeuner dans des restaurants chers. J'ai même réservé une journée spa mère-fille pour son anniversaire, dépensant $600 pour des soins dont elle s'est plainte par la suite. Le massage était trop fort. Je lui ai dit de ralentir, mais a-t-elle écouté? Mon dos sera couvert de bleu demain, a-t-elle dit en rentrant à la maison. Et ce soin du visage n'a fait qu'aggraver ma rosacée. Je ne sais pas pourquoi je te laisse me convaincre de faire ces choses. Rien ne fonctionnait. Chaque geste était accueilli avec critique ou suspicion. Pourquoi es-tu si gentil tout d'un coup? Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé une fois, comme si la gentillesse ne pouvait être que transactionnelle. Mon amie, Sophia, voyait clair dans ma gaieté forcée quand je revenais de ses visites. Un soir, autour d'un verre de vin dans mon appartement, j'ai finalement craqué et je lui ai tout raconté, y compris les paiements de l'hypothèque que je faisais en secret. Heidi, ma chérie, ce n'est ni normal ni sain, a dit Sophia en remplissant mon verre. Tu as 32 ans, tu as du succès, tu es brillante et belle. Et tu subis des violences psychologiques de la part de ta mère tout en finançant leur style de vie. Ce sont mes parents, ai-je protesté faiblement. Qu'est-ce que je suis censé faire? Les laisser perdre leur maison. Peut-être qu'ils devraient perdre la maison, a rétorqué Sophia. Peut-être qu'ils ont besoin d'un retour à la réalité. Ta mère refuse de travailler. Ils ne veulent pas réduire leur train de vie. Et pendant ce temps, tu sacrifies ton propre avenir financier. Où sont tes limites? Je n'avais pas de réponse. Dans notre famille, les limites étaient considérées comme égoïstes, surtout lorsqu'elles étaient fixées par les enfants contre les parents. Ma mère croyait fermement au commandement « honore ton père et ta mère », l'interprétant sélectivement comme « faites tout ce que nous disons sans poser de questions ». L'attente culturelle pesait lourdement aussi. Dans notre communauté, on s'attendait à ce que les enfants adultes s'occupent de leurs parents vieillissants. À l'église, au rassemblement de quartier, la pire chose que l'on pouvait être était un enfant ingrat qui abandonnait ses responsabilités familiales. Le fait que mes parents n'aient qu'un peu plus de 60 ans et soient parfaitement capables de subvenir à leurs besoins avec des ajustements de leur style de vie semblait sans importance face au poids de ces attentes. Alors, j'ai continué les visites, les paiements, la gymnastique émotionnelle.
J'ai commencé à avoir des crises de panique la veille de les voir, ma poitrine se serrant jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Mon thérapeute m'a suggéré de réduire les contacts, mais la culpabilité était écrasante. Quelle sorte de fille serais-je si je les abandonnais maintenant? Ce que je ne reconnaissais pas pleinement à l'époque, c'est à quel point le ressentiment de ma mère à mon égard avait grandi en même temps que mon succès. Chaque promotion, chaque éloge de client, chaque étape financière que j'atteignais semblait approfondir son amertume. Elle avait abandonné une carrière prometteuse dans l'immobilier pour élever des enfants, un fait qu'elle nous rappelait fréquemment. Me voir m'épanouir dans le domaine que j'avais choisi, célibataire et sans enfant par choix, contredisait tout ce qu'on lui avait appris sur la valeur et le but d'une femme. Quand vas-tu te poser, devenait son refrain constant. Les carrières, c'est bien, mais la famille est ce qui compte à la fin. Personne ne souhaite avoir passé plus de temps au bureau sur son lit de mort. L'ironie qu'elle semblait activement détester sa propre famille lui échappait apparemment. Le dernier signe avant-coureur est apparu 2 semaines avant que tout ne s'effondre. J'étais passé à l'improviste un mardi soir, apportant le dîner de leur restaurant italien préféré. Je suis entré avec la clé qu'il m'avait donnée des années auparavant et j'ai entendu la voix de ma mère depuis la cuisine. Elle se croit si spéciale avec son travail chic et son appartement chic, disait-elle, probablement à mon père. Mademoiselle parfaite, toujours à se vanter. Pense-t-elle que nous ne voyons pas clair dans son jeu? Je me suis figé dans le couloir, le sac en papier de nourriture devenant lourd dans mes bras. Gloria, s'il te plaît, la voix de mon père semblait fatiguée. Elle essaie juste d'aider. Nous n'avons pas besoin de son aide, a claqué ma mère. Nous allions bien avant qu'elle ne commence à s'ingérer. Je l'ai mieux élevée que ça, pour être si condescendante. J'ai reculé en silence et je suis parti sans qu'il sache que j'étais là. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes, tremblante, avant de pouvoir rentrer chez moi. Cette nuit-là, j'ai appelé Sophia et j'ai pleuré jusqu'à en avoir la gorge sèche. La prochaine fois sera différente, me suis-je promis, comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. La prochaine fois, je me défendrai. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et la peur de la confrontation m'avait été conditionnée depuis l'enfance. Je ne savais pas alors que la prochaine fois serait le point de rupture pour nous tous. Le 60e anniversaire de mon père tombait un samedi d'avril. Malgré mon anxiété après avoir entendu les commentaires de ma mère, j'ai décidé de rentrer à la maison pour le week-end pour célébrer avec eux. J'ai apporté un sac de nuit et une boîte cadeau soigneusement emballée contenant une montre Rolex pour laquelle j'avais économisé pendant des mois. C'était le modèle exact que mon père avait admiré dans un magazine des années auparavant, en disant « peut-être quand je prendrai ma retraite ». Avec la perte de son emploi, cette Rolex de retraite était devenue un rêve impossible, et je voulais lui offrir quelque chose de spécial pour lui remonter le moral. La tension était palpable dès mon arrivée. Ma mère m'a accueilli avec une étreinte raide et a immédiatement commenté mes cheveux. « Oh, tu les as encore coupés. » Ils commençaient enfin à avoir une belle longueur. Je les avais en fait laissés pousser pendant des mois, mais la corriger n'aurait mené qu'à une dispute. J'avais réservé une table dans un restaurant de grillades haut de gamme que mon père adorait, mais ma mère a opposé son veto au plan. J'ai déjà préparé son rôti de bœuf préféré. Inutile de gaspiller de l'argent dans ces restaurants hors de prix. Nous avons donc mangé à la maison, à la table de la salle à manger formelle, dressée avec la belle vaisselle qui n'apparaissait que pour les grandes occasions. La conversation était guindée. J'ai posé des questions sur leurs amis, les voisins, le jardin de mon père. Chaque sujet finissait par revenir à une plainte ou une critique. Le rôti était délicieux, je devais l'admettre, mais le repas semblait interminable. Mon père a bu 4 verres de vin et est devenu de plus en plus silencieux avec chacun d'eux. Quand est venu le moment des cadeaux, j'ai tendu nerveusement la boîte cadeau bleue. Mon père l'a ouverte lentement, et son expression en voyant la montre était tout ce que j'avais espéré, surprise, joie, incrédulité. Heidi, c'est... Je ne peux pas accepter ça. C'est trop, a-t-il balbutié, tout en la sortant de la boîte et en la retournant dans ses mains. Bien sûr que tu peux, ai-je insisté. Tu le mérites, papa. Joyeux anniversaire. Le visage de ma mère s'était figé. Combien ça a coûté, a-t-elle demandé sèchement. Gloria a prévenu mon père, mais elle l'a ignoré. Ça doit être bien d'avoir autant de revenus disponibles, a-t-elle continué. Pendant ce temps, nous comptons nos sous pour faire les courses. La soirée s'est détériorée à partir de là. Mon père a essayé d'arranger les choses, mais le mal était fait.
Je suis allé me coucher tôt dans mon ancienne chambre, envoyant un texto à Sophia, « Rappelle-moi pourquoi je m'inflige ça. » Sa réponse fut immédiate, « Parce que tu es une bonne personne qui aime son père. Tiens bon. Appelle si tu as besoin de moi. » Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis descendu faire du café. La maison était silencieuse, mes parents dormant vraisemblablement encore. Pendant que j'attendais que le café passe, j'ai entendu leur voix venant du bureau de l'autre côté du couloir. La porte était entr'ouverte, et leurs mots portaient clairement. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Gloria, » disait mon père. « Les cartes de crédit sont au maximum. Les impôts fonciers sont dus le mois prochain. Nous devons lui dire. » « Lui dire quoi ?» a claqué ma mère. « Que nous échouons ? C'est exactement ce qu'elle veut entendre pour pouvoir intervenir et jouer les sauveuses. Ce n'est pas juste. Elle nous aiderait si elle savait. Je n'accepte pas la charité de mon enfant. Nous trouverons une solution. Comment ? Je travaille à temps partiel dans une quincaillerie, gagnant une fraction de mon ancien salaire. Tu refuses de prendre ne serait-ce qu'un travail à temps partiel. Nous sommes sous l'eau, Gloria. Leurs voix ont baissé, et j'ai tendu l'oreille pour entendre. Mon cœur battait la chamade. Ils étaient dans une situation pire que je ne le pensais, et mon père me l'avait caché, malgré mon aide pour le prêt immobilier. Quand ils sont entrés dans la cuisine 20 minutes plus tard, j'avais pris une décision. Je leur proposerais de les aider à créer un plan financier, quelque chose de durable qui leur permettrait de garder leur maison et leur dignité. C'était littéralement mon travail d'aider les gens en crise financière, et je pouvais le faire pour eux. J'ai attendu que nous soyons tous assis avec du café avant de parler. Maman, papa, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de votre conversation tout à l'heure. Je sais que les choses sont difficiles depuis que papa a perdu son travail, et je veux aider. Le visage de ma mère est devenu blanc, puis rouge. Tu nous espionnais ? Non, j'étais dans la cuisine. Vos voix portaient. J'ai pris une profonde inspiration. Écoutez, la planification financière, c'est mon métier. Laissez-moi vous aider à créer un budget, peut-être regarder les options de refinancement pour la maison. Alors maintenant, nous avons besoin de ton aide professionnelle. La voix de ma mère avait pris ce ton dangereux que je reconnaissais de mon enfance. Tu nous crois incompétents, incapables de gérer nos propres affaires ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, et j'essayais de garder ma voix calme. Mais il semble que les choses soient sérieuses, et j'ai des ressources et des connaissances qui pourraient t'aider. Bien sûr que tu en as, dit-elle sarcastiquement. Mademoiselle parfaite avec toutes les réponses. Tu n'as aucune idée de ce qu'est le monde réel. Tout a été servi sur un plateau. L'injustice de cette déclaration m'a stupéfié. J'avais travaillé pendant mes études, obtenu mon diplôme avec des prêts que j'avais remboursés grâce à des années de budgétisation minutieuse. Rien ne m'avait été servi sur un plateau, sauf des critiques et des normes impossibles. Maman, ce n'est pas vrai et tu le sais, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'attendais. J'ai travaillé incroyablement dur pour tout ce que j'ai, et j'essaie juste d'aider. Nous n'avons pas besoin de ton aide, a-t-elle claqué. Et nous n'avons certainement pas besoin de ton jugement. Ce n'est pas un jugement. C'est de l'inquiétude, ai-je insisté. Papa vient de dire que vous êtes financièrement sous l'eau. Les impôts fonciers sont dus. Vos cartes de crédit sont au maximum. Ce sont des problèmes sérieux. Des problèmes qui ne te regardent pas, a-t-elle dit. C'est entre ton père et moi. Mon père était assis en silence, fixant sa tasse de café. Sa nouvelle Rolex brillait à son poignet, un symbole ironique de prospérité que nous savions tous être une illusion. Papa, dis-je doucement. S'il te plaît, dis quelque chose. Il a levé les yeux, l'air fatigué. Ta mère est contrariée, Heidi. Peut-être devrions-nous en discuter une autre fois. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Après 3 ans à payer leur hypothèque, après des décennies à marcher sur des œufs, après des critiques sans fin et de la manipulation émotionnelle, j'en avais assez d'être le punching ball de la famille. Il n'y aura pas d'autre fois, ai-je dit, la voix tremblante. Ce schéma ne change jamais. Maman attaque, papa facilite, et je suis censé l'accepter parce que nous sommes une famille. Eh bien, c'est fini. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. Comment oses-tu nous parler comme ça dans notre propre maison, après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman?
Me faire sentir inadéquate à chaque instant? Critiquer mon apparence, ma carrière, mes choix de vie? Accepter un soutien financier sans reconnaissance ni gratitude? Son visage s'est tordu de rage. Un soutien financier? De quoi parles-tu? J'ai failli lui parler des paiements de l'hypothèque à ce moment-là, mais quelque chose m'a retenu. Cela ne lui donnerait que plus de munitions, plus de moyens de me faire sentir manipulé. Rien, ai-je dit. Oublie. Non, tu en as parlé. Quel soutien financier? Le dîner occasionnel au restaurant? Les cadeaux d'anniversaire? Tu veux une médaille pour avoir fait le strict minimum qu'une fille devrait faire? Le strict minimum est exactement ce que j'ai reçu de toi émotionnellement toute ma vie, ai-je dit, et j'ai immédiatement regretté cette honnêteté. C'était comme jeter de l'essence sur un feu. Ma mère a explosé. Espèce de fille ingrate et égoïste. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. J'ai abandonné ma carrière pour t'élever. J'ai consacré ma vie à cette famille, et voilà les remerciements que je reçois? Du jugement et du manque de respect dans ma propre cuisine? Elle a commencé à énumérer toutes mes prétendues défaillances depuis l'enfance, chaque fois que je l'avais déçue, chaque défaut de mon caractère tel qu'elle le voyait. C'était une compilation des plus grands succès de mes insuffisances, livrée avec venin. Quelque chose avait changé en moi, cependant. Pour la première fois, j'ai entendu ces paroles non pas comme une vérité, mais comme l'explosion désespérée de quelqu'un qui ne pouvait pas faire face à son propre malheur. Ça faisait encore mal, mais différemment, comme une vieille blessure qu'on remue plutôt qu'une coupure fraîche. Je ne fais plus ça, ai-je dit doucement en me levant. Je vais faire mon sac et rentrer chez moi. Tu t'enfuis comme d'habitude, a-t-elle ricané. Tu ne supportes pas la vérité. La vérité, c'est que tu es en colère et amère, et que tu te défoules sur moi parce que je suis une cible facile, ai-je dit. La vérité, c'est que je paie votre prêt immobilier depuis 3 ans sans vous le dire parce que je savais que vous réagiriez exactement comme ça, en faisant une question de fierté plutôt que de solution pratique. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage de mon père a perdu toute couleur. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée sans un son. Pour une fois, sans voix. Puis elle a retrouvé sa voix, et elle était glaciale. Sors. Maman, a commencé mon père, mais elle l'a interrompu. Sors de ma maison, a-t-elle répété. Sors et ne reviens jamais. Si tu penses que nous sommes de tels fardeaux, de tels échecs, alors tu es libre de nous. Va vivre ta petite vie parfaite et laisse-nous tranquilles. J'ai regardé mon père, cherchant le moindre signe qu'il me défendrait, qu'il nous défendrait, qu'il défendrait la possibilité de guérir cette dynamique familiale brisée. Il a détourné le regard. D'accord, ai-je simplement dit. Je suis monté, j'ai fait mon sac de nuit avec des mouvements mécaniques, et je suis redescendu. Ma mère s'était déplacée vers la fenêtre du salon, le dos tourné à l'entrée. Mon père se tenait, impuissant, dans le couloir. Heidi, elle ne le pense pas, a-t-il murmuré. Donne-lui le temps de se calmer. Elle le pense, ai-je dit. Et pour une fois, je vais la prendre au mot. J'ai franchi la porte d'entrée, la refermant doucement derrière moi. En partant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur à la maison où j'avais grandi, ne me doutant jamais que ce serait la dernière fois que je la verrais en tant que personne bienvenue. Les 40 minutes de route entre la maison de banlieue de mes parents et mon appartement en ville sont passées comme dans un brouillard. Mes mains serraient si fort le volant que mes jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste conduit, engourdi et vide, comme si quelqu'un d'autre contrôlait mon corps. Quand je suis arrivé à la maison, je suis resté assise dans ma voiture garée pendant près d'1 heure, incapable de trouver l'énergie d'entrer. Finalement, la vibration de mon téléphone avec un texto de Sophia a rompu le charme. Comment se passe le week-end d'anniversaire? Tu survis? Je l'ai appelé immédiatement, et à ma grande surprise, ma voix était stable alors que je racontais ce qui s'était passé. Ce n'est que lorsque j'ai atteint la partie sur les derniers mots de ma mère que mon sang-froid s'est fissuré. Elle m'a dit de sortir et de ne jamais revenir, ai-je dit. Et puis les larmes sont venues, chaudes et incessantes. Et je suis parti, Sophia. Je suis juste parti. Où es-tu maintenant? Demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. Dans ma voiture, devant mon immeuble. J'arrive. Ne bouge pas. 20 minutes plus tard, Sophia est arrivée avec une bouteille de vin et un sac de l'épicerie du coin. Elle m'a jeté un regard,
toujours assise dans ma voiture, et a ouvert la porte passager, se glissant à côté de moi. D'abord un câlin, puis de la nourriture, puis du vin, puis on trouve une solution, a-t-elle dit en me prenant dans ses bras. J'ai passé cette nuit-là sur le canapé de Sofia, incapable d'être seule avec mes pensées. Le lendemain était un dimanche, et elle s'est déclarée malade à son travail le lundi pour rester avec moi. Le mardi, j'ai dû retourner travailler. Bien que je sois à peine fonctionnel, j'ai fait les gestes habituels avec les clients, mon masque professionnel fermement en place, mais à l'intérieur, j'étais en train de me défaire. Mon père a appelé plusieurs fois cette première semaine. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Ces messages étaient vagues. S'il te plaît, rappelle-moi, Heidi. Nous devons parler. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste une demande pour que je sois une fois de plus la plus mature, que j'arrange les choses comme je l'avais fait toute ma vie. Il n'y a eu aucun appel de ma mère. Après 10 jours de limbes émotionnelles, j'ai pris rendez-vous avec une collègue conseillère financière pour discuter de ma propre situation. J'avais payé $2200 par mois pour le prêt immobilier de mes parents pendant 3 ans, soit un total de près de $80 000. De l'argent que j'aurais pu mettre dans ma propre maison, ma retraite, ou simplement profiter des fruits de mon dur labeur. Légalement, vous n'avez aucune obligation de continuer ces paiements, m'a conseillé ma collègue Diane. Le prêt est à leur nom. Vous n'êtes pas co-signataire. Vous avez fait un don, essentiellement. Que se passera-t-il si j'arrête, ai-je demandé. Ils recevront des avis de non-paiement. Finalement, s'ils ne peuvent pas effectuer les paiements eux-mêmes, une procédure de saisie pourrait commencer. Mais Heidi, ce n'est pas votre responsabilité. J'ai décidé d'arrêter immédiatement les paiements automatiques. C'était à la fois terrifiant et libérateur, comme couper un cordon qui m'avait à la fois connecté et contrainte. L'étape suivante consistait à trouver mon propre logement, une maison permanente plutôt que la série de locations que j'avais occupée depuis l'université. Avec les paiements de l'hypothèque en moins sur mon budget mensuel, je pouvais maintenant envisager des appartements en copropriété et de petites maisons dans des quartiers que j'avais auparavant considérés hors de portée. 2 semaines après l'explosion, j'ai versé un acompte sur un appartement ensoleillé de 2 chambres dans une maison victorienne convertie. Il avait des bails vitrés, des planchers de bois franc, et surtout, il était à moi. Personne ne pouvait me dire de sortir. Personne ne pouvait me faire sentir mal accueilli dans mon propre espace. Pendant ce temps, j'ai aussi commencé à voir une thérapeute, le docteur Martinez, spécialisé dans les traumatismes familiaux. Notre première séance a été une révélation. Ce que vous décrivez ressemble à une vie de violence psychologique, a-t-elle dit après que j'ai raconté mon enfance et les événements récents. Votre mère présente des comportements narcissiques classiques, et votre père est ce que nous appelons un facilitateur. Mais elle n'est pas toujours terrible, ai-je protesté faiblement. Parfois, elle peut être aimante, surtout quand je fais exactement ce qu'elle veut. Cela fait partie du cycle de la violence, a expliqué le docteur Martinez. Les périodes de normalité apparente ou même d'affection vous font espérer que les choses changeront. Elles vous font revenir. Mais la dynamique fondamentale a-t-elle déjà vraiment changé? Je devais admettre que non. Les bonnes périodes n'étaient que des accalmies entre les tempêtes, ne représentant jamais une véritable croissance ou guérison. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à reconnaître des schémas que je n'avais jamais vus auparavant, comment ma mère créait des crises pour me ramener quand j'établissais mon indépendance, comment elle sapait ma confiance avant des événements importants de la vie, comment elle montait les membres de la famille les uns contre les autres pour maintenir le contrôle. Et les paiements de l'hypothèque? Ai-je demandé au docteur Martinez lors de notre 3e séance. Est-ce que je les facilitais en payant sans leur dire? Elle a réfléchi à cela. Votre intention était d'aider, mais le garder secret les a empêchés de faire face à la réalité. Cela a permis à votre père d'éviter de prendre les mesures nécessaires et à votre mère de maintenir le déni de leur situation. Alors, j'ai eu tort d'aider. La pensée était douloureuse. Pas tort. Vous avez agi par amour et par inquiétude, mais parfois aider peut faire du mal à long terme. La véritable aide aurait été de travailler avec eux pour développer leur indépendance financière, pas de créer une dépendance financière. La partie la plus difficile de ces semaines a été d'apprendre à vivre avec la culpabilité sans agir en conséquence. Quand je pensais à mes parents perdant peut-être leur maison, mon instinct était de les sauver, de sacrifier mon propre bien-être pour préserver le leur. Le docteur Martinez m'a aidé à voir cela comme une réponse conditionnée, pas une obligation morale. Vos parents sont des adultes qui ont fait leur propre choix, m'a-t-elle rappelé.
Votre père a choisi de ne pas trouver un emploi adéquat après sa perte d'emploi. Votre mère a choisi de ne pas travailler ou d'ajuster leur style de vie. C'étaient des choix, pas des circonstances qui leur ont été imposées. Progressivement, les crises de panique se sont calmées. Je dormais plus souvent toute la nuit. J'ai arrêté de vérifier constamment mon téléphone pour des messages de mon père. J'ai commencé à accepter la possibilité que la vie puisse être différente, que je puisse aimer ma famille sans être consumé par elle. Je me suis lancé à corps perdu dans la transformation de mon nouvel appartement en un foyer. J'ai peint les murs de couleurs que ma mère aurait détestées, un bleu sarcelle profond dans le salon, un jaune ensoleillé dans la cuisine. J'ai acheté des meubles qui correspondaient à mes goûts plutôt qu'à ceux qui impressionneraient les autres. J'ai créé un bureau à domicile où je pouvais travailler sur des projets financiers personnels, y compris un plan de retraite révisé maintenant que j'avais 2200 $ supplémentaires par mois à investir. Malgré tout, il y avait une tristesse persistante. Malgré tout, j'aimais mes parents. Le père qui m'avait appris à faire du vélo, qui me glissait de l'argent de poche supplémentaire pour des livres, qui avait été fier de moi avant que ma mère ne le convainque de ne pas l'être, me manquait. Même la mère qui, dans de rares moments de connexion, partageait des histoires de ses propres rêves d'enfance ou riait sincèrement à une blague partagée, me manquait. Mais il ne pouvait pas me manquer assez pour que je me détruise en les aimant. C'était la limite que j'apprenais enfin à fixer. Exactement 3 semaines et 2 jours après avoir quitté la maison de mes parents, mon téléphone a sonné avec le numéro de mon père alors que j'étais au travail. Je m'attendais à cet appel, mais je n'étais toujours pas préparé à la vague d'émotions qui m'a submergé en voyant son nom sur l'écran. J'étais seul dans mon bureau entre 2 réunions avec des clients, alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « Allô, papa. » Heidi. Il semblait soulagé que j'ai décroché. « Comment vas-tu, ma chérie ?» La normalité désinvolte de sa salutation, comme si rien ne s'était passé, était déconcertante. « Je vais bien, ai-je dit prudemment. « Comment vas-tu ?»« Oh, tu sais, ça va. » Il y eut une pause gênante. « Tu nous as manqué au dîner du dimanche. » Je n'ai rien dit, attendant. S'il voulait prétendre que tout était normal, il devrait le faire sans mon aide. « Ta mère a demandé de tes nouvelles, » a-t-il continué, ce que je savais être un mensonge. Si ma mère avait demandé, ce n'était pas par inquiétude. Vraiment ? J'ai gardé ma voix neutre. Il s'est éclairci la gorge. Eh bien, tu sais comment elle est. Elle a sa fierté. Mais je sais qu'elle regrette ce qui s'est passé. L'a-t-elle dit, ai-je demandé. Une autre pause. Pas dans ces termes exacts, non. Mais je sais qu'elle le regrette. Mon cœur s'est serré. Rien n'avait changé. Il lui trouvait toujours des excuses, s'attendant toujours à ce que j'accepte l'inacceptable. Papa, pourquoi appelles-tu, ai-je demandé directement. Un père ne peut-il pas appeler sa fille juste pour prendre de ses nouvelles? Il a tenté un ton léger qui est tombé à plat. Après 3 semaines de silence suite au fait que maman m'a mise à la porte de la maison. Non, ce n'est pas juste prendre des nouvelles. Il a soupiré, et je pouvais l'imaginer passer sa main dans ses cheveux clairsemés, une habitude nerveuse qu'il avait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Heidi, ta mère était contrariée. Elle a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Tu sais comment elle est quand elle se sent acculée. Je sais, ai-je convenu. Je le sais depuis toute ma vie. Ça ne rend pas la chose acceptable. Personne ne dit que c'est acceptable, a-t-il rétropédalé. Mais la famille, c'est la famille. Nous devons nous pardonner mutuellement. Le pardon exige la reconnaissance et le changement, papa. Maman a-t-elle reconnu ce qu'elle a fait? Est-ce que quelque chose a changé? Le silence à l'autre bout du fil m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je m'en doutais, ai-je dit doucement. C'est ta mère, Heidi. Elle t'aime à sa manière. Sa manière me fait du mal. Elle l'a toujours fait. Une autre longue pause. Je pouvais l'entendre respirer, rassemblant son courage pour ce que je réalisais maintenant être le véritable but de son appel. Il y a autre chose, a-t-il finalement dit. Savais-tu que la banque nous a envoyé un avis concernant le prêt immobilier? Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai gardé ma voix stable. Quel genre d'avis? Un avis de retard de paiement, puis un autre. Il menace d'entamer une procédure de saisie si nous ne rattrapons pas notre retard. Je ne comprends pas. Les paiements ont toujours été automatiques. Vraiment, ai-je demandé.
Oui, depuis 3 ans. Depuis que. Il s'est interrompu, et j'ai pu entendre le moment où la réalisation a commencé à poindre. Heidi, que voulais-tu dire quand tu as dit que tu payais notre prêt immobilier? Le moment de vérité était arrivé. Une partie de moi voulait dévier, le protéger de la réalité de tout ce que j'avais sacrifié pendant qu'il m'avait prise pour acquise. Mais j'en avais fini avec les secrets et la facilitation. Je voulais dire exactement ce que j'ai dit, papa. Je fais vos paiements de prêt immobilier, $2200 chaque mois, depuis 3 ans. C'est pourquoi ils étaient toujours à l'heure, quelle que soit votre situation financière. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ce n'est pas possible, a-t-il finalement dit, sa voix faible. Nous l'aurions su. Comment? Vous n'avez jamais regardé les détails du paiement, n'est-ce pas? Le relevé bancaire montrait juste que le paiement avait été reçu. Vous avez supposé qu'il venait de vos comptes. Mais pourquoi ferais-tu ça? Comment pourrais-tu te le permettre, a-t-il balbutié. Je gagne bien ma vie, papa. L'argent que toi et maman qualifiaient de mon travail chic. J'ai vécu dans un appartement plus petit que ce que je pouvais me permettre, conduit une voiture plus ancienne, limité mes dépenses pour que je puisse vous aider à garder votre maison. Parce que je vous aimais et que je ne pouvais pas supporter de vous voir tout perdre. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Il y avait de la douleur dans sa voix maintenant, et de la confusion. Parce que je savais que maman réagirait exactement comme elle l'a fait quand j'ai essayé d'aider ouvertement. Elle le verrait comme une attaque contre sa fierté, contre vos capacités, au lieu de ce que c'était, une fille aimant ses parents. 3 ans, a-t-il répété, l'énormité de la chose s'imposant à lui. C'est plus de $70 000. $79 200 pour être exact, ai-je confirmé. Heidi, je n'en avais aucune idée. Je pensais. J'ai dit à ta mère que j'avais trouvé du travail de consultant indépendant qui couvrait nos dépenses. J'avais trop honte d'admettre que je remplissais des étagères à 60 ans. Cet aveu m'a brisé le cœur. Mon père fier et accompli avait été réduit à créer des fictions pour préserver sa dignité. Il n'y a pas de honte dans un travail honnête, papa. La honte, c'est de ne pas faire face à la réalité. Est-ce que ça veut dire? As-tu arrêté les paiements? Demanda-t-il, sa voix petite. Oui, ai-je dit simplement. Quand maman m'a dit de sortir et de ne jamais revenir, je l'ai prise au mot. Entièrement. Mais la maison, a-t-il commencé, point n'est pas ma responsabilité, ai-je terminé fermement. Elle ne l'a jamais été. Toi et maman devez prendre des décisions difficiles maintenant. Vendre la maison que vous ne pouvez pas vous permettre. Trouver des emplois qui couvrent vos dépenses réelles. Créer un plan de retraite durable. Toutes les choses que j'ai proposé d'aider à faire avant que maman ne me mette à la porte. Elle n'acceptera jamais de vendre, a-t-il dit, la panique pointant dans sa voix. Alors elle doit trouver un travail, ou tu dois trouver un travail mieux payé, ou les deux. Mais papa, je ne peux pas continuer à m'immoler par le feu pour vous tenir au chaud. Je comprends, a-t-il dit, bien que je ne sois pas sûr qu'il comprenne vraiment. Ce que tu as fait pour nous. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien besoin de dire. Mais j'ai besoin que tu comprennes que les choses doivent changer. Je ne reviendrai pas à l'ancienne dynamique. Je ne serai plus le bouc émissaire de la famille. Bien sûr que non, a-t-il accepté rapidement. Je vais parler à ta mère. Je vais lui faire comprendre. J'ai failli rire à l'idée qu'il puisse faire comprendre à ma mère quoi que ce soit qu'elle ne voulait pas reconnaître. Bonne chance avec ça. Pourrions-nous nous rencontrer pour parler de tout ça en personne? Demanda-t-il avec espoir. J'ai envisagé de refuser. La pensée de faire face à l'un ou l'autre d'entre eux sitôt me nouait l'estomac. Mais je savais aussi que des limites écrites étaient plus claires que des limites tacites. Pas à la maison, ai-je dit fermement. Je te retrouverai au Riverside Café jeudi à midi. Juste toi, pas maman. Je ne suis pas encore prête à la voir. Il a accepté rapidement, me remerciant à plusieurs reprises avant que nous ne raccrochions. Après la fin de l'appel, je suis restée assise à mon bureau, tremblante. J'avais enfin dit la vérité, et le monde ne s'était pas effondré. En fait, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Je suis arrivé au Riverside Café 20 minutes en avance jeudi, choisissant une table dans le coin arrière d'où je pouvais voir la porte. Je m'étais préparé pour cette réunion avec la même minutie que j'utiliserais pour une présentation client importante.
Le docteur Martinez et moi avions joué des scénarios potentiels. J'avais écrit mes limites et m'étais entraîné à les énoncer clairement et calmement. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de leurs émotions ou de leurs réactions, m'avait-elle conseillé lors de notre séance d'urgence la veille. Vous êtes seulement responsable de communiquer vos propres besoins et limites avec clarté. Mon père est arrivé exactement à l'heure, ayant l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Ses épaules étaient voûtées, son visage émacié. La Rolex que je lui avais offerte était visiblement absente de son poignet, et je me suis demandé s'il l'avait déjà mise en gage. Heidi, a-t-il dit avec un soulagement visible, comme s'il s'attendait à moitié à ce que je ne vienne pas. Merci de me rencontrer. J'ai hoché la tête, lui faisant signe de prendre la chaise en face de moi. Nous avons commandé du café, et un silence inconfortable s'est installé entre nous jusqu'au départ du serveur. Comment vas-tu ? A-t-il demandé timidement. J'ai beaucoup réfléchi, ai-je dit, évitant la politesse. Sur nos dynamiques familiales, sur mon rôle en leur sein, sur ce que je veux pour l'avenir. Il a hoché la tête, regardant son café. J'ai aussi réfléchi de mon côté. Dis-moi, ai-je encouragé. Il a pris une profonde inspiration. Je veux commencer par dire que je suis désolé. Pas seulement pour ce qui s'est passé ce jour-là, mais pour des années à ne pas te protéger de la colère de ta mère, à te permettre de devenir sa cible, à prendre ton soutien sans reconnaissance. C'était plus de conscience de soi que ce à quoi je m'attendais, et cela m'a momentanément déstabilisé. Merci de dire ça, ai-je réussi à articuler. Après notre conversation au téléphone, j'ai examiné nos relevés bancaires, a-t-il continué. J'ai vu la vérité. Pendant 3 ans, tu nous as portés pendant que je, prétendions que tout allait bien. Il a levé les yeux, ses yeux étaient humides. J'ai honte, Heidi. Profondément honte. Je ne t'ai pas parlé des paiements pour te faire honte, ai-je dit. Je l'ai fait parce que je vous aimais, que je voulais aider. Je sais. Ça rend les choses pires en quelque sorte. Il s'est essuyé les yeux avec une serviette. Un père devrait subvenir aux besoins de ses enfants, pas l'inverse. Du moins pas quand les parents sont encore valides et capables. Il ne s'agit pas de rôle de genre ou d'attente traditionnelle, papa. Il s'agit d'honnêteté et de réciprocité. Je vous aurais volontiers aidé si vous aviez été honnête sur votre situation, et si cette aide avait été accueillie avec gratitude au lieu d'hostilité. Il a hoché la tête, acceptant cela. Ta mère et moi avons eu des conversations difficiles depuis ton appel. J'imagine, ai-je dit sèchement. Elle ne m'a pas cru au début à propos des paiements de l'hypothèque. Elle m'a accusé d'inventer ça pour la manipuler. Il a soupiré. J'ai dû lui montrer les relevés bancaires, les dates des paiements, le numéro de compte d'où ils provenaient. Et elle a pleuré, a-t-il dit simplement. Je n'ai pas vu ta mère pleurer depuis des années. Pas depuis la mort de son père. Je ne savais pas trop quoi ressentir à ce sujet. Une partie de moi, l'enfant blessé à l'intérieur, se sentait vengé. Une autre partie était triste que les choses en soient arrivées là. A-t-elle dit quelque chose sur la façon dont elle m'a traité? Ai-je demandé. Il a hésité. Elle a du mal avec cette partie. Elle se sent humiliée, ce qui rend difficile pour elle de reconnaître son comportement. Son humiliation n'efface pas ma douleur, ai-je dit fermement. Non, en effet, a-t-il convenu, c'est pourquoi je lui ai demandé de venir ici aujourd'hui pour s'excuser auprès de toi elle-même. Mon cœur a fait un bond. Tu as fait quoi? Je t'ai dit que je n'étais pas prête à la voir. Je sais, et je suis désolé, mais j'ai pensé que si tu pouvais juste l'écouter. La porte du café s'est ouverte à ce moment-là, et ma mère est entrée. Elle nous a repérés immédiatement et s'est dirigée vers notre table. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, piégé entre ma limite et la confrontation imminente. Tu m'as tendu un piège, ai-je dit à mon père, ma voix basse et en colère. Je suis désolé, a-t-il répété, impuissant. J'ai pensé que ce serait mieux ainsi. Ma mère a atteint notre table, se tenant maladroitement à côté. Elle avait l'air différente, plus petite en quelque sorte. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en une simple queue de cheval, et elle portait un maquillage minimal. Comme mon père, elle semblait avoir vieilli rapidement. Bonjour, Heidi, dit-elle, sa voix inhabituellement soumise. Je ne l'ai pas invitée à s'asseoir. Papa m'a dit que tu venais, malgré ma demande explicite de le rencontrer seul. Elle a tressailli à mon ton. Oui.
J'avais besoin de te voir. Pourquoi? Elle a jeté un coup d'œil à mon père, qui a hoché la tête pour l'encourager. Puis-je m'asseoir? J'ai envisagé de refuser, mais faire une scène dans le café ne ferait que rendre cela plus difficile. Bien. Elle a pris la 3e chaise à notre table, se perchant sur le bord comme si elle était prête à fuir. Nous sommes restés assis dans un silence tendu jusqu'à ce que le serveur revienne prendre sa commande. Elle a demandé seulement de l'eau, sa voix à peine audible. Après le départ du serveur, elle a pris une profonde inspiration. Ton père m'a montré les relevés bancaires concernant les paiements de l'hypothèque. Je n'ai rien dit, attendant. Je ne savais pas, a-t-elle continué. Tout ce temps, je pensais que nous nous en sortions. Je pensais que le travail indépendant de Richard couvrait nos dépenses. Je n'avais aucune idée que tu. Elle s'est interrompue, incapable de terminer. Payez votre prêt immobilier? Vous soutenez? Était l'adulte dans la relation? Ai-je fourni froidement? Elle a de nouveau tressailli. Oui. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si tu l'avais su? M'aurais-tu mieux traité? Ses yeux se sont agrandis à ma franchise. Je ne sais pas. J'aimerais penser que oui. Au moins, c'était honnête. Eh bien, maintenant tu sais. Et maintenant, ça a cessé. Oui, dit-elle doucement. La banque nous a donné 30 jours pour rattraper les paiements, sinon ils commenceront la saisie. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit, les mots semblant à la fois cruels et nécessaires. Non, ce n'est pas le cas, a-t-elle convenu, me surprenant. Nous étudions les options. Richard a postulé à des emplois mieux rémunérés. J'ai un entretien demain dans une agence immobilière en tant que réceptionniste. C'était inattendu. Ma mère n'avait pas travaillé depuis avant ma naissance. Son identité était liée au fait d'être une femme au foyer, de maintenir la maison parfaite et d'organiser les dîners parfaits. C'est un début, ai-je reconnu, mais ce ne sera pas suffisant pour garder la maison. Je sais, a-t-elle dit, et il y avait de la défaite dans sa voix. Nous avons contacté un agent immobilier. Elle vient la semaine prochaine pour évaluer la propriété. J'ai regardé mon père, qui a hoché la tête en confirmation. C'est la seule option sensée, a-t-il dit. Nous aurions dû le faire il y a 3 ans quand j'ai perdu mon emploi. Oui, vous auriez dû, ai-je convenu. Ma mère s'est tordu les mains sur ses genoux. Heidi, je sais que des excuses ne suffisent pas. Ce que je t'ai dit ce jour-là, et bien d'autres jours avant. Il n'y a pas d'excuses. Non, il n'y en a pas, ai-je dit, n'étant toujours pas prête à lui faciliter la tâche. J'ai été cruel avec toi. J'ai été cruel avec toi pendant des années. Sa voix s'est brisée. Je me disais que c'était pour ton bien, que je te poussais à être la meilleure. Mais la vérité, c'est que j'étais jalouse. Cet aveu m'a laissé sans voix. J'ai abandonné ma carrière pour vous élever, vous les enfants. C'est ce qu'on attendait des femmes de ma génération. Je ne regrette pas de vous avoir eu, mais je regrette de m'être perdu dans le processus. Et quand tu es devenue si brillante, si indépendante, faisant exactement ce que j'avais abandonné. Elle a secoué la tête. Il était plus facile de te critiquer que de faire face à mes propres regrets. C'était la chose la plus consciente d'elle-même que j'ai jamais entendue de la part de ma mère. Une partie de moi voulait embrasser ce moment de vulnérabilité, se précipiter vers la réconciliation. Mais la partie plus sage, celle qui avait travaillé avec le docteur Martinez, savait qu'un moment de clarté n'effaçait pas des décennies de dommages. J'apprécie ton honnêteté, ai-je dit avec précaution. Mais j'ai besoin que tu comprennes que notre relation ne peut pas redevenir ce qu'elle était. Je ne serai plus ton punching ball émotionnel. Je ne sacrifierai pas ma sécurité financière pour votre confort. Je n'accepterai pas la critique déguisée en inquiétude. Je comprends, dit-elle doucement. Vraiment? Parce que ce sont des limites non négociables pour moi maintenant. Si vous ne pouvez pas les respecter, alors nous n'aurons aucune relation. Mon père a tendu la main vers la mienne sur la table mais s'est arrêté avant de me toucher. Nous voulons faire mieux, Heidi. Tous les deux. Nous voulons reconstruire ce que nous avons brisé, si tu nous en donnes la chance. Je les ai regardés, ces parents humains imparfaits qui étaient les miens. Je ne peux faire aucune promesse pour l'instant. Je suis encore en train de traiter tout ce qui s'est passé, pas seulement ce jour-là, mais tout au long de ma vie. J'ai besoin de temps et d'espace. Bien sûr, a dit rapidement mon père.
Tout ce dont tu as besoin. Et je veux que vous envisagiez tous les deux une thérapie, ai-je ajouté. Individuellement et en couple. Il y a des problèmes ici qui vont au-delà de l'argent. La bouche de ma mère s'est crispée par réflexe, mais elle a hoché la tête. Si c'est ce qu'il faut. C'est un début, ai-je dit. Quant à la situation de la maison, je ne peux pas et ne reprendrai pas les paiements, mais je peux vous aider à créer un plan financier pour réduire votre train de vie. Je peux vous mettre en contact avec des ressources pour la recherche d'emploi. Je peux vous conseiller sur les options de retraite. C'est ce que je peux offrir. C'est plus que ce que nous méritons, a dit doucement mon père. Il ne s'agit pas de mériter, ai-je répondu. Il s'agit de ce que je suis disposé et capable de donner tout en préservant mon propre bien-être. Nous avons parlé pendant une autre heure, de manière plus pratique maintenant, sur la valeur des maisons dans leur quartier, sur le CV et les compétences d'entretien de mon père, sur la taille de la maison qu'ils pouvaient raisonnablement se permettre avec leurs revenus réduits. C'était la conversation la plus adulte que nous ayons jamais eue, sans manipulation émotionnelle, sans larmes, sans culpabilisation. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère a hésité, puis a demandé, « Est-ce que je pourrais t'appeler ? Juste pour prendre de tes nouvelles de temps en temps. Envoie d'abord un texto, ai-je dit. Demande si j'ai le temps de parler. Respecte si je dis pas tout de suite. » Elle a hoché la tête, acceptant cette limite. Je le ferai. Nous nous sommes séparés sans étreinte ni promesse, juste une reconnaissance timide que quelque chose de nouveau pourrait être possible, même si l'ancien était irrévocablement parti. En rentrant chez moi, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Pas guérie, pas entière, mais allant dans la bonne direction. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu bon dans ma vérité et ma valeur, et le monde ne s'était pas effondré. En fait, j'avais l'impression qu'il pourrait enfin commencer. 6 mois peuvent tout changer ou ne rien changer du tout. Dans mon cas, cela a presque tout changé. Mon nouvel appartement est devenu vraiment le mien d'une manière que mes précédents appartements n'avaient jamais été. J'ai peint un mur d'accent dans le salon, ce bleu sarcelle vif que j'avais toujours voulu. J'ai planté des herbes sur mon petit balcon. J'ai adopté un chat, un digne matour nommé Léo, qui m'accueillait à la porte chaque soir et dormait blotti contre moi chaque nuit. Ma carrière a continué de s'épanouir, l'énergie mentale n'étant plus consommée par les drames familiaux. Je me suis trouvé plus créative dans mes approches de planification financière, plus présente avec les clients, plus innovante dans mes stratégies d'investissement. J'ai été promue conseillère principale avec ma propre équipe, un poste qui s'accompagnait d'une augmentation substantielle et d'une flexibilité accrue. Le docteur Martinez et moi avons poursuivi nos séances hebdomadaires, les réduisant progressivement à bi-hebdomadaires à mesure que je développais des limites émotionnelles plus solides et des mécanismes d'adaptation plus sains. Les crises de panique ont complètement cessé. Les cauchemars sur les critiques de ma mère se sont estompés. Le bourdonnement constant de l'anxiété s'est apaisé. Vous avez fait un travail remarquable, m'a dit le docteur Martinez lors d'une séance marquant notre 6e mois de collaboration. Beaucoup de gens passent des années, voire des décennies, à essayer de se libérer des schémas familiaux toxiques. Vous avez fait d'énormes progrès en un temps relativement court. Ça ne me semble pas court, ai-je admis. J'ai l'impression que ce sont les 6 mois les plus longs de ma vie. La croissance est douloureuse, a-t-elle convenu. Mais vous n'avez pas seulement survécu à cette période, vous vous êtes transformé à travers elle. Ma relation avec mes parents a évolué lentement, avec des pas prudents en avant et des pas occasionnels en arrière. Mon père a trouvé un poste de directeur des ventes dans une plus petite entreprise, gagnant environ 60% de son salaire précédent, mais avec moins de stress et plus d'appréciation. Il semblait vraiment plus heureux malgré l'ajustement financier. Plus surprenant encore, ma mère a non seulement pris le poste de réceptionniste, mais y a excellé. En 3 mois, elle avait organisé le bureau si efficacement qu'ils lui ont proposé de payer pour qu'elle obtienne sa licence d'agent immobilier. À 63 ans, elle se lançait dans la carrière qu'elle avait abandonnée pour le mariage et la maternité 40 ans plus tôt. Les jeunes agents me demandent des conseils, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques dominicaux désormais réguliers. Ils disent que les clients me font confiance parce que j'ai de l'expérience de vie. La fierté dans sa voix était quelque chose de nouveau, quelque chose de gagné plutôt que de fabriqué. Cela lui allait bien. Ils ont vendu la maison coloniale en banlieue, réalisant suffisamment de profit pour rembourser leurs dettes de carte de crédit et verser un acompte sur une maison de ville de 2 chambres plus près de la ville. C'était un tiers de la taille de leur maison précédente mais nécessitait beaucoup moins d'entretien et était dans leur nouveau budget.
La grande maison ne me manque pas autant que je le pensais, a avoué mon père lors d'un déjeuner un jour. Toutes ces pièces que nous n'utilisions jamais, toutes ces choses dont nous n'avions jamais besoin. Ça fait du bien de simplifier. Le changement le plus significatif, cependant, a été que ma mère a commencé à voir son propre thérapeute. Ce n'était pas à mon insistance. Elle a pris la décision après avoir craqué au travail un jour où une cliente qui me ressemblait est entrée avec sa jeune fille. J'ai soudainement vu nous, toi et moi, comme nous étions quand tu étais petite, a-t-elle expliqué, avant que je ne devienne si critique, quand tu me regardais encore avec une confiance totale, et j'ai réalisé à quel point j'avais tout détruit. Son thérapeute lui a diagnostiqué des tendances narcissiques enracinées dans son propre traumatisme d'enfance, un schéma qu'elle avait perpétué sans le savoir. Le travail était difficile et souvent douloureux pour elle. Il y avait des séances après lesquelles elle m'appelait, la voix rauque de pleurs, pour s'excuser pour des incidents spécifiques de mon enfance qu'elle avait finalement reconnus comme nuisibles. J'ai accepté ces excuses avec prudence, sans me précipiter pour pardonner ni m'accrocher au ressentiment. Le docteur Martinez m'a aidé à comprendre que le pardon était un processus, pas un acte unique, et qu'il était principalement pour ma propre paix plutôt que pour l'absolution de ma mère. Notre nouvelle relation s'est construite sur une communication plus claire et des limites plus fermes. Je leur rendais visite dans leur nouvelle maison une fois par mois, pas plus. Nous nous parlions au téléphone chaque semaine, mais je me sentais libre de mettre fin aux appels qui devenaient négatifs ou épuisants. Je ne disais plus automatiquement oui à chaque demande, je ne me sentais plus responsable de leur bonheur ou de leur sécurité. Ce qui est étrange, a observé mon père lors d'un rare moment de lucidité, c'est que maintenant que tu ne nous portes plus, nous avons appris à nous tenir sur nos propres jambes. Ça a été bon pour nous, aussi douloureux que le processus ait été. La leçon la plus difficile pour nous tous a été d'apprendre la différence entre aider et faciliter. J'offrais toujours des conseils financiers professionnels, mais je ne payais plus leurs factures. Je célébrais leur succès mais ne les sauvais pas des conséquences de leur choix. Je les aimais sans me sacrifier dans le processus. Alors que l'été se transformait en automne et l'automne en hiver, je me suis surprise à réfléchir à tout ce qui avait changé en moins d'un an. Le Noël précédent avait été tendu et performatif, avec des cadeaux coûteux échangés dans la grande maison, tout le monde prétendant que nous étions la famille parfaite. Ce Noël serait plus simple, dans leur modeste maison de ville avec des cadeaux faits maison et une conversation honnête. Ce que j'ai appris, ai-je dit à Sophia lors d'un dîner chez moi, c'est que me défendre n'a pas détruit ma famille. Ça l'a transformé en quelque chose de plus authentique. Tu leur as donné l'opportunité de grandir en refusant de rester petite, a-t-elle sagement observé. Exactement. Et je me suis donné la permission de vivre ma propre vie, pas celle que ma mère avait scénarisée pour moi. Ce scénario s'était toujours terminé avec moi marié à un homme brillant, vivant dans une maison comme la leur, ayant des enfants qui répéteraient le cycle. Au lieu de cela, je construisais une histoire différente, une où le succès se mesurait par la paix plutôt que par les possessions, où les relations étaient basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, où l'amour n'exigeait pas le sacrifice de soi. L'ironie était qu'en fixant ses limites, en refusant de continuer à payer le prêt immobilier et à faciliter leur style de vie financièrement insoutenable, j'avais aidé mes parents à trouver leur propre force et leur indépendance. Ma mère était plus heureuse en travaillant qu'elle ne l'avait jamais été en tant que femme au foyer. Mon père redécouvrait des intérêts et des amitiés qui avaient été éclipsés par la pression de la carrière. Nous étions tous, à notre manière, en train de grandir enfin. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de tout sacrifier, mais plutôt de permettre aux autres la dignité de faire face à la réalité. Parfois, les familles les plus fortes ne sont pas celles qui ne se brisent jamais, mais celles qui apprennent à se reconstruire différemment après s'être brisées. Parfois, la guérison la plus profonde ne vient qu'après que les vérités les plus douloureuses ont été dites à voix haute. Si vous vous êtes trouvé dans une situation similaire, piégé dans des dynamiques familiales malsaines ou portant des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, j'espère que mon histoire vous offre un peu d'encouragement. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations authentiques. Aimer quelqu'un ne signifie pas sacrifier votre bien-être pour le sien. Vous pouvez honorer votre famille tout en vous honorant vous-même. J'aimerais beaucoup entendre parler de vos expériences avec les limites familiales ou l'indépendance financière dans les commentaires ci-dessous. Quelqu'un d'autre a-t-il découvert que prendre du recul a en fait aidé ses proches à prendre leurs responsabilités? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cela a résonné en vous, veuillez mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de conversations authentiques sur les dynamiques familiales et la croissance personnelle.
Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des défis similaires. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, le véritable amour élève plutôt qu'il ne diminue. Prenez soin de vous et les uns des autres.